Alors, les couleurs sont belles, les couleurs sont riches. Elle a choisi de valoriser le patrimoine culturel de son pays d'origine, mais elle a également cette touche de quelqu'un qui vit en dehors de la Côte d'Ivoire également. C'est ce mélange qu'on ressent dans votre clip. Madame, bonjour. Bonjour, Alors, vous appelez Michel Diallier. Jalier. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous, maman. Alors, on se remémore l'enfance. Vous avez choisi un grand classique de l'enfance, en tout cas de la femme ivoirienne, que vous avez choisi de mettre en chanson. Oui, parce que je remarque que la jeunesse ivoirienne copie beaucoup sur les enfants de l'extérieur. Moi, je dis on a la meilleure enfance au monde. Donc, c'est une manière pour moi de dire aux Ivoiriens que l'enfance qu'on a eue, elle est la meilleure au monde. Et puis, au-delà de ça, Amina, il y a eu des soucis en Côte d'Ivoire. C'est ma manière de dire aux Ivoiriens d'avoir un cœur d'enfant et puis d'avancer. Ah oui, c'est joliment dit. Alors, quand on pense à vous, ça se résume à combien d'années de carrière? Ben, je suis dans la chanson il y a longtemps. Mais c'est en 2015 que je sortis cet album, le premier. Parce que je me suis dit, il faut prendre son temps pour bien être formé. Et après, représenter la Côte d'Ivoire, qui est un grand pays. Il ne faut pas qu'on fasse des choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça que j'ai pris mon temps. Et D'accord, aujourd'hui, je suis là. très bien. Et vous vivez où? Je vis à Paris. Je vis à D'accord. Alors, Paris. comment vous imposez? Comment vous faites une place en Europe, en France, avec votre style musical? Là-bas, il n'y a pas de problème parce que la world music, elle se consomme bien. Nos aînés, mes aînés, mes papas, comme Salif Keita, les grands qui sont des modèles pour moi, l'ont déjà fait. Donc, nous, on ne fait que suivre leurs traces. Et puis, il n'y a pas de problème, c'est bien apprécié. Très bien. On peut avoir un extrait de ce que vous faites? Ah. Juba. 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 Ena Juba. Ah, la vie est bien difficile. Et il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter jusqu'au espoir et s'en sortir. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter jusqu'au espoir et s'en sortir. Ça mène où? Pourquoi se laisser aller? Ça mène loin. Regarde plutôt l'horizon. Ta vie comme tu la vivras, le vent si fort te soufflera. Que tes problèmes sont les tiens. Ne baisse pas les bras, combat pour les limiter. Cela pleurer, cela combattre. La vie tu dois pas s'oublier. Ah, la vie est bien difficile. Il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah, la vie n'est pas si facile. Lutter jusqu'au espoir et s'en sortir. Zekana chopa tamaleza Michele na poyo clio Zekana tua utamaleza Michele na poyo clile Anoli anapela sio
Boko e kalo be vatikam. Nyopo zika osamo penya. Inouria e kobe ilale osamo penya. Ina poyo krio Africa na yo Michel no Kabele ah la vie est bien difficile, il te faudra combattre pour t'en sortir. Ah la vie n'est pas si facile, lutter jusqu'au espoir et s'en sortir. Michel et non Kabeleza Audio boko akatrule kama ena Audio boko akagwe Nagbela dukuo isra mobrio eyo akagwe Nagbela dukuo eyo emporter. Alors quand je regardais les images avec les différents plans que nous ont proposés les cadreurs et puis la réalisation, vous mettez en exergue votre africanité. Oui. Alors c'est une manière de vous imposer en Europe ou c'est un combat que vous ressentez? Je suis ivoirienne, je suis africaine, je suis fière de l'être. Et c'est ce que je suis, c'est ce que je veux vendre, c'est ce que je veux représenter. C'est pour ça que je... Très bien. Alors, ivoirienne, africaine, ivoirienne, fière de l'être. Où est-ce que vous étiez pendant les événements? Comment vous avez vécu les événements douloureux? J'étais à Paris. D'accord. J'étais à Paris, c'était très dur. Savoir que les parents, on ne pouvait même pas les joindre, on ne savait même pas ce qui se passait. Savoir que les médias disaient ce qu'ils pouvaient dire. Mais comme on n'avait pas de nouvelles, on n'arrivait pas à joindre la famille et tout le monde. Ça a été très dur, on était stressés. Et tout de suite en France, on reconnaissait les Ivoiriens parce qu'on n'était pas bien, on était triste. Ça se voyait tout de suite sur nos visages. Quand on nous voyait, on dit lui là c'est un Ivoirien, c'est lui celle-là c'est une Ivoirienne parce que on le vivait, en fait. On le vivait avec vous. D'accord. Alors et la communauté européenne, vous avez forcément un environnement européen, des amis européens. Vous avez senti cette solidarité et puis le fait de se sentir concerné, ils en ont été victimes également? Oui, eux aussi. Ils étaient avec nous, ils nous ont beaucoup soutenus et pour ça je leur ai fait un petit coucou. Et puis voilà, par la suite on a surmonté tout ça. Et aujourd'hui, à la vie qui dit il faut avancer, il faut se battre et je crois qu'on va y arriver. Tout à fait. Alors quand on est artiste dans ce genre de contexte, on a besoin, on a envie d'écrire pour son pays? Je n'ai pas bien entendu. Quand on est artiste dans ce genre de contexte, on a besoin, on a envie d'écrire une chanson pour son pays, on a envie de chanter sa douleur et puis sa compassion, sa solidarité. Oui, parce que quand on est artiste, c'est un patrimoine de quelque part. Donc, d'autres artistes ont leur mission, mais moi, c'est cette flamme qui voue en moi. Je me dis, c'est le drapeau qu'il faut élever. C'est pour ça que sur mon album, j'ai interprété l'hymne national pour dire qu'il faut d'abord élever le drapeau très haut et par la suite, il faut rentrer dans le but du sujet pour révéler maintenant la culture de ce qu'on sait faire, ce qu'on a vécu et ce qui est ici. D'accord, très bien. Alors votre album, on en parle, vous avez dit 8 titres? Oui. D'accord, il est sorti quand? Il est sorti le 17 septembre 2015. 2015, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous chantez? La femme, la mère? Je chante la maman, je chante une chanson d'amour qu'on appelle Arrêtons de gueuler. Donc l'harmonie dans le foyer. Amina, l'enfance ivoirienne qu'on a écouté tout à l'heure. Je chante Merci Seigneur parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et j'ai chanté aussi Tilele qui est l'enfance ivoirienne aussi. Et puis pas mal de titres. Djala, Djala qui est
qui est la culture de là où je viens. Je suis de Lakota, donc voilà, il y a pas mal de titres sur l'album. D'accord, très bien. Alors, votre mot de fin, quel serait-il, s'il vous plaît? Qui est la paix en Côte d'Ivoire, que nous soyons tous en harmonie et pour lutter pour ce pays, parce que c'est un grand pays. Je remercie tout le monde et vive la Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Donc, vous souhaitez donner un téléphone? Oui. C'est comme vous souhaitez, allez-y. 48 84 40 29. Très bien. Michel Diallier. Diallier. Merci encore. Quelques secondes. Voilà, un mois après, toujours autant d'émotions. Mais pour en parler, nous avons deux personnes ressources. Nous avons Candice, qui fait donc partie des chanteuses ivoiriennes, qui ont donc eu l'opportunité et ce grand cœur pour écrire certaines paroles. Mais vous, c'était depuis l'Hexagone. Oui, Candice, bonjour. Bonjour, madame. C'est depuis Paris, oui. J'ai été touchée vraiment. Et Monsieur Serge Billet m'a fait appel pour faire cette chanson. J'ai accepté avec plaisir. Très bien. Alors, on va revenir là-dessus. Monsieur Zabidjo Frédéric, bonjour à vous. Bonjour, madame. Vous êtes psychothérapeute. C'est ça. On dit monsieur ou docteur? Monsieur. Monsieur. Oui. Vous êtes psychothérapeute. Psychothérapeute. Alors, vous allez nous expliquer la différence, parce que dès qu'on dit psycho, on pense à psychologue, on pense à... il y a psychologue et puis il y a psychiatre. Absolument. Alors, psychothérapeute, quelles sont les différentes nuances? D'abord, je commençais par le psychiatre. C'est un médecin. Il est médecin à la base. Et
est spécialisé dans les questions de traitement des maladies de l'âme, en fait. Et le psychologue... Ça, c'est le psychiatre. Ça, c'est le psychiatre. Traitement C'est un des médecin. maladies de l'âme. C'est un médecin à la base. D'accord. Voilà. Et donc, la psychiatrie est une spécialité pour lui. Ce qui est tout à fait différent du psychologue en général. Le psychologue en général, lui, c'est par la parole qu'il va guérir. C'est par l'accompagnement qu'il va guérir. Donc, la psychothérapie, c'est une variante du champ global de la psychologie. Voilà. Donc, c'est par la parole que vous Par la agissez. parole, par la relaxation aussi. D'accord. Tout ce qui n'est pas forcément médicamenteux. D'accord. Voilà, quand les gens ont des problèmes, tout ce qui n'est pas médicamenteux, pour les aider à résorber un tant soit peu le problème qu'ils vivent. C'est D'accord. ça. Très bien. Alors, quand on revient sur le drame que nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas ne pas faire référence à ce que l'on voyait sur les chaînes étrangères. Absolument. Les avions qui disparaissaient en plein vol, des drames, des attentats. Et on voyait qu'il y avait immédiatement une cellule de crise pour une prise en charge, donc des proches ou de certaines victimes qui, Dieu merci, ont pu échapper. Et donc, de loin, c'est ce que l'on voyait. C'est à nos portes, on réalise le besoin de cette prise en charge. Donc, ça veut dire que, moralement, il y a une affection telle qu'il faut absolument prendre en charge. Absolument, absolument. Et vous avez bien vu, c'est qu'en général, dans les pays qui sont développés, le domaine de la psychologie est très mis en évidence parce qu'on sait que la plupart des comportements des gens sont nés, ou alors du moins naissent dans la tête. C'est dans la tête, donc il faut résoudre ces problèmes en premier. Parce que quand ce n'est pas pris en charge, on aboutit à deux phénomènes. Soit l'enquistement, c'est-à-dire que la personne peut se replier sur elle-même, et puis après, on a des gens qui ont des comportements bizarres, ou alors on peut assister totalement à l'explosion, où vous pouvez voir des gens dans la rue qui passent, qui parlent tout seuls, et on ne sait pas ce qu'ils disent, ils vivent dans un monde particulier. Donc pour éviter ce genre de problème-là, quand il y a un drame qui intervient, immédiatement les premières victimes qui sont les victimes directes de ce drame-là sont prises en charge. C'est vrai au plan médicamenteux, mais il y a un accompagnement psychologique qui s'est fait ensuite. Et il y a d'autres victimes qui sont des victimes collatérales, qui sont par exemple les blessés ou alors les parents des victimes aussi qu'il faut prendre en charge. Donc c'est toujours bien que immédiatement après une crise, qu'il y ait toujours une cellule de prise en charge psychologique. D'accord, très bien. Alors, c'est vrai que personne ne souhaite vivre ce genre de drame, mais dans ce genre de cas, quels sont les premiers mots que l'on peut dire à quelqu'un qui sait que l'avion s'est crashé, ou bien nous, ce qu'on a vécu, la personne sait que malheureusement, il y a un parent qui est couché là, qui n'a rien fait, qui avait simplement envie de passer du bon temps. Quels sont les propos que l'on peut dire à cette personne-là pour la soulager? On a du mal à imaginer que ce soit possible, tellement la douleur est forte. Il n'y a pas de caricature à faire pour dire qu'il y a une solution type qui est là. Mais ce qui est important dans ce genre de situation, c'est d'abord d'écouter la personne. Écouter la personne, se vider. Parce que c'est quand la personne garde en elle ce qu'elle a comme émotion, c'est là que le problème se produit. Donc c'est vrai que la personne a envie d'entendre des mots, mais c'est surtout une épaule sur laquelle pleurer. Donc il faut laisser la personne exprimer ce que les anglophones diraient le inner side, ce qu'il y a à l'intérieur d'elle-même. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter parler, il faut l'écouter s'évider, il faut l'écouter exprimer ses douleurs, ses peines, ses pleurs. Et c'est après ça, au fur et à mesure que la personne parlera, on trouvera toujours les mots pour apporter ce qu'il faut pour la résilience, pour lui permettre en fait de résister moralement au choc qui se produit. Donc d'abord l'écoute, c'est très important. Par exemple, tout à l'heure, Candice disait quelque chose d'important, c'est elle a voulu participer, c'était une manière de contribuer. Moralement, ça vous a fait du bien? Oui, moralement, ça m'a fait énormément de bien parce que je suis ivoirienne et puis voilà, on ne retire pas une vie comme ça aux gens de façon inattendue. Voilà, c'était choquant, c'était un drame et je me suis dit que c'était un devoir de faire une chanson, de participer à un projet concernant Bassam. Et en plus, j'ai vécu à Bassam, juste en face de la plage où il y a eu voilà, cette fusillade. Je me suis dit, si j'étais là ce jour-là, c'est vraiment. Donc moralement, c'est un devoir déjà avec le choc. Alors, est-ce qu'on pense à ce genre? Ce sont des victimes également. On est tous des victimes. C'est ça, mais simplement, on arrive à hiérarchiser
la victime. Parce que quand on entend parler, c'est une victime. Moi, aujourd'hui, sur ce plateau-là, la Côte d'Ivoire, le monde entier a vu que j'ai pleuré. On est tous des victimes, mais il y a une hiérarchie dans les victimes. Absolument. Il y a une hiérarchie, c'est vrai. Les premières victimes, ce sont d'abord celles qui ont été sur le théâtre, je pourrais dire de l'opération, si je peux utiliser ces mots-là. C'est-à-dire ceux qui ont été touchés, c'est ceux qui ont perdu la vie par exemple, c'est ceux qui ont été blessés, c'est ceux qui ont assisté à la scène, ceux qui ont vu des images très choquantes et très fortes. Ça, c'est les premières victimes en fait. Et après ça, il y a les familles de ces personnes qui sont disparues de façon inattendue. Et puis il y a toute la Côte d'Ivoire qui, d'une façon ou d'une autre, est liée quand même à ces événements qui se sont déroulés. C'est toute la Côte d'Ivoire qui a pleuré ce jour-là. Donc c'est vrai, il y a une hiérarchie des victimes, mais une victime reste une autre. Ouais. Alors, il y avait la douleur du côté immédiat, du côté choc, mais un mois après, est-ce que c'est une douleur qui peut se résorber? Ça peut se résorber s'il y a une prise en charge efficace qui est faite. Parce que, et c'est là le problème se trouve. En général, en Afrique, c'est un aspect qui est très négligé. On ne va pas systématiquement vers un psychologue pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Ça fait je pense que c'est pour les fous. En général, une mauvaise image. En général, on croit. Mais en Europe, on voit que c'est différent. Mais en Afrique, on se dit psy égale folie. C'est justement l'amalgame qui est fait entre la psychiatrie et la psychologie. Parce que quand il y a un problème au niveau psychologique, très souvent, ici, on ramène ça tout de suite à des problèmes psychiatriques. Alors que je vous ai dit tout à l'heure, la psychiatrie, c'est un domaine médical purement. Et puis la psychologie, ça, c'est différent. Donc, quand il y a un problème, si la prise en charge n'est pas faite, la prise en charge psychologique n'est pas faite immédiatement, la personne va vivre son quotidien, mais vous allez observer dans son comportement de tous les jours qu'il y a un changement. Parce que le stress post-traumatique, ou bien alors le choc traumatique, produit toujours des effets sur le côté somatique de la personne, sur le corps de la personne. Vous allez voir des gens, quand ils sont confrontés à un choc traumatique, ils vont développer ce qu'on appelle en termes techniques une pollakiurie. C'est-à-dire ils vont exprimer le besoin fréquent d'aller aux toilettes pour faire pipi, par exemple. Et vous allez voir un affolement du rythme cardiaque. Ça va entraîner aussi d'autres maladies cardiovasculaires, etc. Vous allez voir des gens qui vont développer une hypersudation. Ça peut même entraîner beaucoup de maladies, en fait. Donc, si la prise en charge n'est pas faite immédiatement, on va laisser les gens développer des maladies. On va dépenser beaucoup d'argent à les prendre en charge, alors qu'ils n'ont juste besoin que de quelqu'un pour les écouter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici en Côte d'Ivoire? Vous êtes du domaine. Bien évidemment, nous savons que les autorités compétentes ont fait ce qu'il fallait. Mais quels sont les échos que vous avez eus ou qu'est-ce que vous avez vécu? Ici, en Côte d'Ivoire, il y a eu des prises en charge. Les gens vont mieux. Qu'est-ce que vous savez? Ce que j'ai cru entendre, c'est qu'il y a eu quand même une cellule de prise en charge qui a été mise en place. Mais la difficulté, c'est que les psychologues qui exercent, il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a un département de psychologie à l'université. Alors qu'il y a des gens qui ont fait des études dans ce domaine. Mais ils n'ont pas poussé les études à un niveau où ils peuvent exercer en tant que thérapeute. Figurez-vous, madame, que la fonction publique en Côte d'Ivoire n'emploie malheureusement pas de psychologues. Bon, ça, c'est encore un autre débat. Ça c'est un autre débat, oui. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu quand même une prise en charge? Il y a eu une prise en charge. Un mois après, vous nous expliquez que la douleur est toujours vive, mais il faut cet encadrement-là. Absolument. Et les victimes en ont bénéficié. Absolument. Les victimes en ont certainement bénéficié. Et il faut qu'elles continuent de bénéficier de cette assistance-là. Parce que si elles s'arrêtent, c'est pas évident. C'est à vie, cette assistance? Non, pas à vie. Mais ça doit se passer dans un délai assez raisonnable quand même pour qu'on puisse voir... Un délai, c'est quoi? 1 an, 5 ans, 20 ans? Non, il n'y a pas... Ça dépend de la capacité de chacun à pouvoir supporter les chocs. Vous savez, on ne peut pas supporter les chocs de la même façon, vu que nous sommes tous différents et nous réagissons différemment face aux événements qui nous touchent. Donc, il ne faut pas cataloguer ça dans un temps. Ça dépend de comment chacun réagit face au choc traumatique. Donc, je peux dire peut-être 1 an, quelques mois, ça dépend des personnes. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question pour entrer dans le thème qui est l'éducation familiale, un moyen efficace pour circonscrire le terrorisme, c'est qu'il y a des questions sans réponse. Je pense que Candice sera de mon avis. On se demande tous comment c'est possible de faire un lavage de cerveau à quelqu'un et que cette personne puisse froidement abattre des personnes innocentes. Parce qu'il y a le côté traumatisme, effectivement, mais il y a des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Chacun se dit, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ce sont des humains?
en fait. Comment regarder quelqu'un qui n'a rien fait et puis venir l'abattre? Donc il y a cette question, tant qu'on n'a pas la réponse aussi, c'est difficile de comprendre ce qui s'est passé parce qu'on a du mal à admettre que ce soit possible de réagir comme ça en tant qu'humain. Maintenant, pour comprendre le phénomène, je crois qu'il faut comprendre le mécanisme que ceux qui amènent les terroristes à poser ces actes utilisent en général. Ils commencent d'abord par un brainwashing. Ils vont d'abord commencer à vous faire un lavage de cerveau pour vous dire la situation que vous vivez, c'est un tel système qui est à la base de cette situation. On finit par vous en parler régulièrement, constamment, de sorte qu'on arrive à vous convaincre que c'est la vérité. Quand vous êtes convaincu, il y a un deuxième système qui est le brainstorming. Là maintenant, on va vous dire des choses pour vous amener à accepter que la solution, c'est de prendre une arme et de tuer celui qui est en face de vous. Donc ça veut dire que les recrues, ce sont des personnes qui ont des problèmes à la base. À la base en général. Vous allez voir que si quelqu'un n'a pas de problème, il ne se retrouverait pas là. Vous avez le même sentiment? Oui, en fait, je pense que les recrues, c'est des personnes, par exemple, qui peut-être depuis l'enfance ont un manque de confiance en eux, qui ont vécu une situation où ils ont besoin d'être encadrés. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de leaders, de guides. Et quand on leur donne certains sujets, on leur endoctrine dans certaines réalités, ils se mettent dans cette peau pour se dire qu'en agissant ainsi, ils se sentent exister. Donc ça veut dire à la base, c'est des gens qui ont un problème déjà psychologique. Et une personne bien portante ne peut pas accepter cette vision de la vie. En fait, c'est mon humble avis. Hein. Oui, qui compte beaucoup pour voilà, je pense. D'accord. Il est temps pour nous de faire une courte pause, c'est vrai, mais la question que je vais vous poser juste après cette pause, c'est de savoir, parce que dès l'instant où c'était un peu loin de nous, on se disait que ça n'arrivait qu'aux autres. On a malheureusement tout ce réflexe, c'est humain. Mais dès l'instant où c'est à nos portes, on se dit qu'il y a un endoctrinement qui est imaginable. Donc ça veut dire qu'il y a des précautions à prendre par rapport aux parents, par rapport à la cellule familiale, pour ne pas qu'il y ait des enfants vulnérables qui puissent partir vers ce genre de destinée. Mais on en parle juste après cette courte pause.